C'est là le déclic qui m'a donné envie d'y retourner, justement de visiter pas forcément les lieux touristiques de base, mais vraiment partir à l'aventure et puis aller voir un peu, pas que voir aussi les lieux touristiques, mais aussi visiter un peu à l'aventure. On avait une idée quand on était au Japon, de ne pas planifier les trucs et donc de partir chacun de notre côté, de se filmer, de voir les trucs qu'on a découverts. Par exemple, se donner des défis aussi, moi j'avais pensé, je sais pas, trouver l'objet le plus what the fuck et tout, donc chacun part à une mission, essaie de trouver un objet, on découvre des trucs, et après on se retrouve tous les deux pour comparer un peu et dire ce qu'on a fait. Je vais peut-être dire une connerie, mais je me demande même si l'idée même de... Alors Mission Japon, on l'a trouvé parce qu'il y avait une assonance, Hong Kong, Mission Japon, ça sonnait bien, ça matchait bien. Mais je me demande si après on s'est pas dit qu'on allait faire vraiment des missions et que l'idée que tu as eue c'était justement de se dire bah voilà, on va partir d'un endroit donné, on va avoir chacun une mission et le premier qui revient en ramenant tel truc, en ramenant telle photo, gagnerait. Et finalement on était complètement pris. Mais de la même façon, tu as vu le court-métrage, tu en parlais tout à l'heure de Lucien, qui est un court-métrage qui a été fait en France avant qu'on parte. Et si on résume un petit peu l'histoire, c'est Lucien. Lucien qui est moine avec des lunettes moches, une coupe ridicule, qui te zigouille. Un personnage qui prend ma place parce qu'il a une petite ressemblance, je trouve pas. Mais... Il a une petite ressemblance avec moi, donc du coup il prend ma place pour aller au Japon. Et une fois au Japon, je devais faire comme une série d'épisodes en fait où lui serait au Japon et donc découvrirait le Japon avec des trucs un peu what the fuck. J'ai même eu l'idée à un moment de prendre une pancarte Freehugs avec lui, comme ça qui est dans la rue. Si un jour on y retourne, on aurait peut-être plus envie d'aller plutôt dans ce qu'on n'a pas fait la première fois et d'aller plus peut-être dans une mise en scène, On avait d'ailleurs un projet, on va pas trop en parler parce qu'il ne s'est pas fait, peut-être qu'il se fera un jour, mais on nous avait contactés pour être les deux héros d'un documentaire qui allait à la découverte, tout un tas de choses, donc qui était pour le coup scénarisé. Alors, avant de vous dites dans plusieurs interviews, avant de partir au Japon, vous considériez pas du tout comme étant des nomades. Donc, vous voyagez très peu en somme. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est quels ont été les bénéfices de cette aventure en termes de développement personnel. Je pense qu'on peut remarquer quand même si ça se perd très vite, je m'en suis rendu compte, qu'il y a une énorme différence entre nous, Facecam, en train de discuter sur le premier épisode et sur les épisodes qui suivent. Au départ, donc on est arrivé samedi à Tokyo, la première fois qu'on se filme vraiment, à part notre arrivée à l'aéroport, c'est le lendemain, dimanche, donc c'est calme, il n'y a pas grand monde dans les rues, c'est la première fois qu'on parle vraiment Facecam, même si on l'a fait un petit peu avant, mais en tout cas dans les rues, on est à l'aise, on est arrivé, enfin, il n'y a pas le stress ou la fatigue du voyage, et on parle tout doucement, on parle pas fort parce qu'on a honte de parler Facecam, parce qu'on ne se sent pas forcément à l'aise, personne n'est à l'aise en parlant Facecam. Salut les japonautes. Alors là, nous sommes dimanche, donc c'est notre deuxième jour. Le premier jour il a plu, du coup on n'a pas pu trop se promener et trop filmer. Et puis on était fatigués aussi. Et mine de rien, on est quand même à Shinjuku, c'est hyper calme. On n'ose pas parler trop fort d'ailleurs à la caméra, j'espère que vous nous entendez bien. Vous nous entendez bien. Ça nous a débloqué, mais ça ne veut pas dire que ça nous débloque en permanence, parce que je sais que quand on a fait l'épisode sur Montpellier, le dernier épisode qu'on a mis en ligne du Tour de France du Japon, où j'étais tout seul, parce que Sylvain était très occupé à Disneyland Paris, il a fallu que je parle Facecam tout seul, j'étais pas hyper à l'aise. Salut les japonautes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... Il manque Sylvain.
Mais on va faire avec parce que mon petit doigt me dit qu'on va le retrouver tout à l'heure. Je suis bien, je suis calé. En attendant, je vous propose de faire une petite visite de Montpellier. Oui, on est à Montpellier. On va se consoler en allant, vous me connaissez, hein, manger un peu. Il y a notamment une vidéo sur ma chaîne où j'avais fait un premier vlog avant de partir en Angleterre et je me suis retrouvé dans le tram et donc je parlais à ma caméra dans le tram tranquillement et puis là il y avait une bande de deux gars, je sais pas, qui se foutaient de ma gueule, qui disent ah le mec il va avoir 2 vues et tout, il se foutait de ma gueule quoi. Et ça j'ai flouté son visage et je l'ai laissé à la vidéo. Je lui ai dit merci mec de m'avoir donné un peu de matière parce qu'après je suis allé le voir, je fais et vous savez j'ai plus de 2 vues. Ah bon? Et là le mec était pâle comme ça. Et ouais ça a fait vraiment rire. Les gens qui l'ont vu ils disent attends c'est bien, tu les as bien remis à leur place. Ça va avoir 2 vues, ça. Elle partage sur place des boucles comme ça, Twitter. J'ai plus que 2 vues hein les gars. C'est bien, ouais. Il y a un truc bizarre moi, qui m'arrive quand je suis en vidéo, en live, ou même comme j'ai fait pas mal de radio, à l'époque où les radios étaient libres. Quand je parle dans la vie de tous les jours, et ça c'est bien, tu peux en témoigner, je ne termine jamais mes phrases, je trouve jamais mes mots, c'est une catastrophe. Pourtant, quand je suis en live, en caméra, j'ai moins ce problème. Alors je sais pas si ça répond à ta question, parce qu'on est parti sur complètement autre chose, mais du coup il y avait quand même une sous-question dans cette question-là, c'est est-ce que du coup cette aventure vous a fait changer votre quotidien et votre façon de voir les choses en règle générale? Je suis plus dans l'écrit que dans l'image, et depuis qu'il y a cette chaîne, donc ça m'a décomplexé au point d'en créer une autre perso, et je réfléchis plus. La vidéo dans la description, vous pouvez trouver. Et alors on voit pas ma tronche pour le moment dans les 5 vidéos que j'ai mises en ligne, et une seule où on entend un petit peu ma voix, mais je me sens pas, tu parlais tout à l'heure de seniors, effectivement je ne fais pas partie ni de la moyenne d'âge de ceux qui regardent, et encore moins de ceux qui font des vidéos, et jusqu'à présent sur cette chaîne-là, je me sens pas de me filmer. Mais pourtant depuis effectivement, j'ai une liste de 10, 15, 20 sujets de vidéos, alors que j'ai moins de sujets d'écriture ces derniers temps. Ça me phagocyte un petit peu le côté écriture. Pas de différence, vu que ça fait des années que je fais des vidéos, du coup j'ai moins de... Il faut bien qu'il y ait des questions un peu plus courtes de temps en temps. Alors on peut passer du coup à la 5e question. Donc vous étiez plutôt fan de Marvel, etc. Mais en revanche, vous êtes retrouvé plutôt question bouffe, c'est le moins qu'on puisse dire. Parc d'attractions comme on disait aussi plus tôt. Maintenant, grâce à cette expérience, vous connaissez nettement plus sur la culture nippone. Et donc la question, y a-t-il des aspects de la culture qui ne vous intéressaient pas du tout au départ et qui aujourd'hui vous passionnent, vous intéressent particulièrement? On a quasiment tout découvert pendant la préparation. J'étais plus effectivement au comics et c'est une passion que j'ai passée à Sylvain, donc les États-Unis on y est déjà allé, donc voilà, ça c'était fait. Pas vraiment d'affinité, j'ai découvert très tard les sushis. Les premiers sushis que j'ai bouffés, je devais avoir une quarantaine d'années, enfin tu vois, c'est un truc... Alors, tu préfères un peu plus les sashimi. Ouais, c'est vrai, plus sashimi que les sushis, mais même ça, je crois qu'avant d'arriver sur Montpellier, j'avais jamais mangé japonais. Et c'est voilà, tout un tas de choses qu'on a expliquées tout à l'heure, qui à un moment donné nous ont amenés à faire ce projet au Japon, qui nous ont donné l'opportunité, l'envie, et même le besoin d'en savoir un petit peu plus pour préparer le voyage. Et au fur et à mesure qu'on découvrait des choses, je pense que tu étais un petit peu comme moi, on était épatés, on était étonnés, on était surpris. Et c'est vrai que plus tu t'intéresses au pays, etc., plus tu te rends compte aussi des mauvais côtés du pays, des mentalités, de tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné, tu relativises un petit peu. Mais je pense que dans la mesure où on n'était pas des absolus passionnés de Japon, on n'avait pas non plus cette envie que tout soit formidable et merveilleux, comme c'est peut-être le cas de toute cette génération dont je parlais tout à l'heure, qui n'a vécu le Japon que par l'intermédiaire de dessins animés. Donc automatiquement c'est idéalisé, enfin de dessins.
de personnages, d'histoires, enfin de choses. Et là aussi où on a été très agréablement surpris, et on ne peut l'être qu'en y allant, c'est par la qualité et de la bouffe et par le nombre de... C'est pas que des sushis, des sashimi, le Japon, c'est pas que du poisson. La variété... C'est même infime dans la vie d'un japonais comme de manger des sushis, c'est exceptionnel. Oui, ça justement, c'est un énorme avantage. Du coup, ça fait qu'on mange beaucoup plus dehors finalement, vu que les prix sont quand même vachement bon marché là-bas. Notamment dans la dernière vidéo, je crois que, pas la dernière, la première vidéo, vous alliez dans une chaîne, si je dis pas de bêtises, avec des sushis, là, comme les steaks, sur les sushis, des trucs comme ça. Je crois que c'était relativement bas en termes de prix, par exemple. J'ai tenté un truc plutôt étonnant, c'est les sushi burgers. Ça. Ah. Et alors? Pas terrible. Oui, et puis c'était pas terrible, mais bon, c'est le premier restaurant qu'on a fait, c'était bien de ne pas commencer au top, parce que sinon après on aurait peut-être été déçus par le reste. Et puis on n'est jamais allé dans des très très grands restaurants de toute façon. Mais il y a une notion de respect au Japon qui fait que quel que soit le prix que tu vas payer, on va respecter le produit, on va respecter le client, on va respecter la qualité. Donc je pense pas, sauf si on a des goûts particuliers ou des choses qu'on n'aime pas, fondamentalement, je pense pas qu'on sera déçu, quelle que soit la chaîne, l'endroit, etc. Bien sûr, il peut y avoir des trucs infects, mais beaucoup moins que dans d'autres pays, parce qu'il y a justement ce respect qui sous-tend ça. La plupart des gens, quand ils pensent au Japon, ils vont penser, par exemple, à Nintendo, aux jeux vidéo, aux mangas, ce genre de choses. La nourriture en fait aussi fait beaucoup partie du patrimoine japonais. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié personnellement, et ce que beaucoup de gens apprécient sur votre chaîne, c'est que c'est montrer beaucoup plus de choses sur la culture japonaise. C'est bien plus vaste que ça. Vous avez parlé, vous avez interviewé beaucoup de personnalités différentes. On avait des enseignants, des éditeurs, des romanciers, mangaka, tatoueurs. Il y avait même un passionné de Nintendo. J'avais bien aimé cette interview-là. Moi, je m'appelle Fabrice, j'ai 40 ans, j'habite en Alsace et donc j'ai comme passion principalement Nintendo. Et j'aime beaucoup le Japon depuis quelques années maintenant. Je me suis rendu compte que j'étais toujours plus attiré par Nintendo, par les jeux Nintendo que Sega. J'étais beaucoup plus Nintendo. Par le passé, avec les amis, on jouait souvent à des consoles Nintendo, donc c'était une partie de mon enfance. Il y a juste un aspect qui est un petit peu moins présent sur votre chaîne, c'est plus finalement sur la langue japonaise en elle-même. Et puis ma chaîne a été un petit peu déçue. J'ai coûté cher. Ouais. Ma question c'est, est-ce que vous avez du coup pris goût un petit peu à la langue japonaise? Est-ce que vous comptez peut-être apprendre un peu plus sérieusement dans le futur? Konnichiwa genki desu ka, toilet wa doku desu ka, goido kudasai. C'est le seul truc que je sais dire. Pas mal, ça, c'est déjà bien vendu. Au niveau de la langue, c'est vrai que en fait, on s'était dit que c'était moi qui allais apprendre la langue. J'ai commencé à voir un peu quelques trucs et puis après, j'ai vite laissé tomber. Le japonais pour les nuls. Ouais, voilà, c'est ça. Le livre. Donc j'avais commencé à voir un peu quelques trucs, mais j'avais les cours à côté, donc j'avais pas forcément le temps. Donc je suis arrivé juste avec quelques phrases de base. Du Doku Dasai, une s'il vous plaît, par exemple. Voilà, je suis pas servi. Du politesse, arigato gozaimasu, dans les trucs de base. Vraiment. Et on préfère laisser des Julien Fontanier, par exemple. Que tu connais bien, que je connais bien. Une vidéo sur lui. C'est ça. En fait, je fais tout un défi 100 jours où je regarde ces vidéos, puis je fais un bilan. Au début, ça devait être chaque semaine, et puis maintenant c'est vachement espacé. Mais avec beaucoup d'humour, un petit peu. Dans l'humour, des fois, dans les conneries, je me retrouve très bien dans l'autre aussi. Et d'ailleurs, Julien Fontanier, que j'ai aussi vu à la Japan Expo, qui j'ai pu m'entretenir assez longuement. C'était grave sympa de le rencontrer. Je l'ai interviewé justement à la Japan Expo pour le collectif Vue du Japon, dont j'espère on va parler. Donc un gars en or et qui maîtrise parfaitement, plus que le japonais, la façon de partager la langue. C'est-à-dire que c'est un vrai prof. Je me présente rapidement, je suis Julien Fontanier, spécialiste en culture japonaise. J'écris des articles, je fais des reportages, notamment au Japon. Je suis également traducteur, interprète, et j'enseigne le japonais.
Et s'il a ce succès-là, s'il a ce nombre de personnes qui le suivent, c'est vraiment qu'il a réussi son pari de passionner les gens à une langue qui est pourtant pas simple du tout. Je ne sais pas si toi tu as réussi un peu à t'intégrer dans cette langue-là, à l'apprendre. Petit instant de pub, moi sur ma chaîne, du coup, j'ai parlé, j'ai fait, voilà, je faisais le plus possible, je suis essayé en prenant un maximum de notes, et puis à la fin, je me disais, quand j'avais suffisamment de matière à faire un bilan, j'en faisais un bilan, et ça devait être initialement un défi 100 jours, donc pendant 100 jours, parle du japonais, et maintenant ça reste toujours un défi 100 jours, je compte continuer d'ailleurs, j'ai été jusqu'à la fin de la saison 1. Par exemple, le mot anglais Kenso, je l'écris Kenso avec l'accent britannique, alors qu'en fait c'est Kiansalu. Évidemment le L final on le prononce, alors c'est logique. Non, j'essaie de mettre mon accent britannique, ça sert à rien là. Pour l'exercice 5, j'ai pas réussi à trouver que Draiba c'était driver, que Opunka c'était Opunka, et que Alubeito c'était Arbeit. Si tu veux, je peux te raconter une histoire sur moi et les langues étrangères. J'étais dans des écoles qui étaient associées à une école normale, donc ils forment les professeurs, les instituteurs, et alors que c'était dans les années 70, j'ai appris l'anglais dès la maternelle. Et ça a continué, l'évolution d'apprentissage de la langue, donc jusqu'en CM2. Aujourd'hui, je suis une bille en anglais. Je ne suis pas fait pour ça. J'ai pas le cerveau, je sais pas, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation, j'ai pas. Alors que c'est hyper important. Et il faut quand on va au Japon, il faut surtout pas faire ce que je suis en train de dire. Il vaut mieux, parce qu'on aura plus de contacts facilement avec les Japonais, on pourra avoir une expérience qui sera beaucoup plus riche, plus humaine, que juste voir des choses de loin, voir des gens et puis ce qu'on a fait nous. Mais c'est pas de ma faute, on a dessiné comme ça. Qui c'est qui disait ça? C'était peut-être Ichiban, je sais plus, sur YouTube, qui disait que effectivement les Japonais savent pas dire non. Et donc, ah non, je crois que c'était ceux qui fait les Too Crazy sur YouTube. Lui, il avait dit, vu il est afro-japonais, je l'avais vu à la Japan Expo d'ailleurs, et lui, il me disait que justement, ce qu'il aimait pas chez les Japonais, c'est ce côté, entre guillemets, faux cul, qu'ils n'arrivent pas à dire non. Elles vont toujours dire, elles vont jamais les contredire, jamais dire non. De toute façon, au Japon, contredire, c'est très mal vu. Focus, c'est peut-être péjoratif, mais l'idée est là. Oui, c'est-à-dire que nous, les Français, quand un truc nous fait chier, j'ai envie de dire, on va peut-être pas envoyer des focus aussi en France. Oui, il y en a, c'est sûr, mais eux, ils ont vraiment du mal à dire non, même s'ils n'ont pas forcément envie, ils vont quand même dire oui. Mais ça fait partie de la culture, ça fait partie de. Et alors, quand tu es pas japonais, tu as des subtilités supplémentaires en plus de juste la grammaire, le vocabulaire, etc., que tu dois aussi appréhender. Et c'est là où ça devient aussi. Il y a différents niveaux, différentes strates, c'est un peu plus compliqué qu'une langue traditionnelle où tu parles anglais, tu auras les mêmes rapports avec les gens. Tu sais qu'il faut être poli avec certaines personnes, tu peux être un petit peu plus utiliser de l'argot avec d'autres. Alors, donc vos vidéos sont plutôt c'est un subtil mélange, j'ai envie de dire, entre le vlog et le reportage. Même si on peut plus qualifier ça de reportage, à mon sens, même si vos vidéos présentent davantage l'environnement qui vous entoure que vous-même en personne. Quand on regarde des vidéos, on va plus découvrir le Tour de France du Japon, par exemple, ça va être plus la ville, etc. Il y aura au passage peut-être des petits passages, vous entendre parler, il y aura des blagues à droite à gauche, mais on va pas énormément, à moins qu'on vous suive en live, on va pas énormément connaître sur vous. Ça va vraiment être plus le contenu qui va être super intéressant. En revanche, donc sur votre site internet, missionjapon.com, qui s'affiche ici, vous avez donc plus d'articles que David ici présent a pu rédiger, que moi j'ai lu, je les ai tous lus, j'ai trouvé vraiment des parfois un peu plus personnels sur l'organisation du Japon. Là il y avait vraiment des trucs, je suis allé au bureau des champs, puis il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Moi j'ai trouvé que ça complétait bien les vidéos, ce côté un peu complémentaire, etc. Et donc ma question c'est, est-ce que vous pensez peut-être faire des podcasts un peu dans ce style-là pour finalement peut-être à parler un peu plus de vous et qu'on ait cette complémentarité, ou alors juste vous, je voulais le garder dans les articles sur votre site internet. Est-ce que vous avez pensé à cette éventualité? Moi je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu avais dit sur le fait qu'on ne voyait pas trop en avant. En fait, moi je pense que la chaîne en fait c'est plus on nous voit nous découvrir des choses en fait. Je pense que c'est ça, et donc du coup
ça fait qu'on est quand même bien mis en avant et qu'après on va pas non plus si on, par exemple, je sais pas, imaginons on va être sur Paris, on va pas dire ah bah tiens hier j'ai mangé des frites ou voilà, ou des trucs sur nos vies, moi j'aime bien manger ça et tout. Donc c'est pour ça qu'on se confie pas trop sur ce qu'on fait, on est plus sur le moment en fait de montrer ce qu'on découvre en fait, plus sur notre personnalité à nous, c'est plus, voilà, je sais pas si je suis clair. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est plus ça, donc après faire des podcasts plus sur nous, est-ce qu'on est vraiment des personnes intéressantes? C'est la question, et puis c'est peut-être plus sur les lives aussi où on peut s'exprimer sur des trucs plus sur nous. Ce que j'ai à part, c'est que des fois, j'ai regardé par exemple Guigui, les derniers reportages, des fois c'est arrivé qu'il montrait une partie vlog et après il y avait une petite partie face cam où il rebondissait sur ce qu'il avait fait avant. Et ça, c'est vrai que je vois des formats sur YouTube où ça se fait de plus en plus. Alors, c'est la conclusion. C'était une très bonne soirée. Yo poto, bonne soirée poto. C'était sympa. À demain. Le lendemain, c'était le gros temps fort de ce voyage avec une journée plus une nuit dans une ferme japonaise. Et du coup, ce que vous pensez? On l'avait fait sur le dernier épisode de Mission Japon en Corée. Et il y avait eu un épisode où vous aviez oublié la carte SD et du coup vous avez fait ce petit côté un peu récit aussi en plus, tout en montrant certaines images. Extrait. La carte SD. Ce petit bout de plastique en apparence renferme un lourd secret. C'est vrai que d'habitude en fait on filme sur plusieurs caméras, on a notre caméra principale et la carte SD de cette caméra principale nous a complètement lâché. On a perdu toutes les données sur 2 jours. Sur 2 jours, vous vous rendez compte, 2 jours. 2 jours d'images complètement perdues. Dès qu'il y a une couille dans le potage, systématiquement, tu as l'imagination de Sylvain qui arrive et qui se met en place et qui va justement amener de la fiction. Je crois que l'idée, on l'a eu ensemble, mais après toute la réalisation, c'est toi qui l'as fait. D'essayer de trouver les codes qu'il y avait dans les émissions, genre faites entrer l'accusé. La question, c'était quoi déjà La question en fait c'était est-ce que vous comptez peut-être faire la partie un peu plus aller-retour entre ce que vous montrez en vlog et puis récit face cam. C'est 2 exercices qu'on voit qui sont complètement différents. Effectivement, on parlait tout à l'heure de la chaîne de vidéos. J'ai un site internet qui reprend aussi des articles que j'écrivais sur Facebook et que j'ai mis, qui sont des textes. Ça s'appelle article quand on les met sur Facebook, c'est vraiment juste des textes. Où je vais parfois très très loin dans l'impudeur. Mais c'est fait avec une façon d'appréhender les choses que permettent les mots couchés sur du papier et que permettent pas forcément des mots dits face à une caméra. Ok, ça me va comme réponse. On va pouvoir passer du coup à la 8e. Alors, on avait un tout petit peu parlé, on va revenir un petit peu dessus. Maman Japon, on peut pas appeler ça Maman Japon. Oui, maman Japon, Maman Corée, c'est un peu aussi, les deux. Ouais. Je pense qu'elle préférerait d'ailleurs. Et Junie, du coup, ta sœur et ta fille, du coup, apparaissent dans un épisode de Mission Japon, donc dédié à Séoul, donc un des derniers. Junie uniquement, pas. Oui, pas la Maman Japon, du coup, qui est. Voilà. Du coup, la question, qu'est-ce que vous avez pensé, du coup, même si c'est très court, en une semaine? Quelles sont les principales différences en termes de culture entre la culture coréenne et japonaise? Peut-être. Japon, Corée. C'est ça, c'est un débat qui est intéressant. J'ai vu sur YouTube qu'il y avait des vidéastes notamment qui avaient fait des vidéos. Pourquoi je préfère la Corée au Japon? Pourquoi je préfère le Japon à la Corée? Voilà, peut-être qu'on pourra parler un peu de bouffe, de mentalité, du pays en lui-même, etc. Je pense qu'on n'a pas eu une expérience qui nous permette d'apprécier à sa juste valeur la Corée du Sud, que Séoul, on n'a pas été plus loin que l'entrée en fait, cette capitale. Oui, tout, je ne sais pas si tu peux raconter peut-être. Déjà, parce qu'on quitte un pays où c'est vachement respectueux, où on n'a pas vraiment eu de gros problèmes, et on arrive à l'aéroport de Séoul, on veut prendre une navette en fait, pour nous emmener au centre-ville, et du coup on donne, c'était je crois 10 000 won par personne pour prendre la navette. Je donne un billet de 50 000 won, donc il devait nous rendre la monnaie, et il ne voulait pas nous rendre la monnaie. J'ai essayé de faire comprendre un peu vite fait en anglais, parce que je ne suis pas non plus super calé en anglais,
d'essayer de nous rendre la monnaie. Et ils faisaient genre de ne pas comprendre et tout, on a attendu. Et du coup finalement après ils nous ont rendu la monnaie, mais déjà ça fait un peu bizarre quoi. Après le côté respectueux des Japonais où vraiment ils disent ce qu'ils font, ils donnent tout est carré. Là on se dit ouais c'est un peu bizarre. Ensuite on attend pour prendre le bus, les gens ils nous passent devant, ils nous bousculent, tout. Donc là déjà juste les premières minutes passées en Corée on se dit ah ouais c'est pas pareil. Peut-être qu'on n'aurait pas eu ce problème si on avait fait d'abord la Corée et après le Japon, mais c'est juste le fait d'avoir passé 3 semaines au Japon avec ce respect qui nous a un petit peu... Le contraste était plutôt au désavantage de la Corée du Sud. Après niveau bouffe, ça a changé de Japon, on a mangé des bons trucs. Je suis pas très piment. Moi aussi. Donc effectivement, kimchi et compagnie, c'est plutôt épicé. Donc je suis plus effectivement cuisine japonaise de ce fait. Même le curry japonais qui est pas piquant, je suis pas forcément fan. Toi t'aimes bien. D'ailleurs, sur les quelques jours qu'on est resté là-bas, on a fait 2 restaurants italiens. C'est complètement con quand tu es dans un pays que tu découvres. Et un McDo. On a fait aussi au Japon. On a fait quelques barbecues coréens quand même. Et donc, tout a concouru au fait que on n'aime pas le pays. Mais c'est pas de la faute du pays. Je pense qu'on y retournerait dans d'autres conditions. On serait plus enclin à apprécier les gens, le pays, etc. Mais oui, c'est ça. C'est une accumulation en fait de mauvais concours de circonstances, je sais pas si ça se dit, qui ont fait que voilà, c'est pas les meilleurs souvenirs qu'on a eu. Mais il faut pas nous écouter quand on dit que la Corée c'est nul, c'est pas vrai, et que le Japon c'est mieux, c'est pas forcément vrai non plus. Peut-être que si Laurent Cassian nous fait découvrir la Corée, peut-être que du coup on verra un autre aspect. Donc si vous voulez nous envoyer des sous aussi. Et qu'on a tous des terrains d'affinité un peu différents sur le pays. C'est vrai que par exemple moi, ce que je me demandais beaucoup, c'est qu'on a quand même beaucoup, après je ne peux pas rentrer dans le stéréotype, les clichés, mais c'est vrai qu'en Corée on a quand même beaucoup cette culture du paraître, je pensais notamment à la chirurgie qui est assez présente là-bas, avec la chirurgie esthétique, tout ça. Dans le métro, il y avait des 4x3 de publicité pour de la chirurgie esthétique, pour des médecins, des chirurgiens, un truc étonnant. On a appris qu'un des cadeaux les plus couramment offert pour les 18 ans d'une jeune fille essentiellement, c'est sa première opération de chirurgie esthétique.